Et salut tout le monde, c'est Nico, bienvenue dans MMA Club spécial boss final du game. Je suis intimidé parce que tu es un pionnier, je réalise même pas tout ce que tu as fait pour le développement du MMA. Je suis intimidé mais très content et j'attendais ça depuis longtemps. J'accueille Loïc Pora, arbitre officiel de MMA. Sois le bienvenu Loïc et merci beaucoup d'être là. Merci de m'avoir invité, ça fait toujours plaisir de pouvoir collaborer avec toutes les personnes qui œuvrent aussi maintenant sur le MMA, donc ça me fait plaisir. Bah c'est cool. Alors je vais essayer de présenter ton petit background, alors en quelques lignes, hein, parce que sinon je vais passer une journée. Donc background assez solide en sport de combat. À 11 ans, tu plonges dans le taekwondo, le karaté. Tu t'es investi ensuite dans un sport que tu as qualifié toi-même de bagarre codifiée. Le coach de l'époque déménage aux Pays-Bas. Il rencontre Bas Rutten. Tu le rejoins pour t'entraîner avec cette légende, tu forges ton expérience. Plus tard, les connexions françaises se font et en gros, tu vas commencer à graviter autour du MMA d'époque dans la French Connection, début 90. Je connais pas spécialement les détails de ton histoire, je ne fais que relayer ce que j'ai entendu. J'ai vu que tu avais 4 victoires et 3 défaites en pro. Tu as organisé plein de galas de pancrace, dont un pour les débuts de Hatch, de Tchèque Congo par exemple. Tu as été champion d'Europe de pancrace, tu as été juge aussi. Je sais pas si tu l'es encore. Si, je juge encore. Ouais. Ok, tranquille. Donc aujourd'hui, tu es arbitre. Et quel arbitre? Voilà. Je pense que j'en ai pour 3 heures si on continue. J'ai pas la prétention en plus de pouvoir être à la hauteur, clairement. C'est très impressionnant. On se sent tout petit. Donc aujourd'hui, si tu me permets. Ah bah si, mais en toute transparence, on se sent tout petit. Pas comme ça. Donc voilà, je vais me focus sur ton rôle d'arbitre, si tu me le permets, pour pas m'éparpiller moi-même déjà. Et puis on a, tu vois, le format un petit peu à respecter, on va dire. Donc voilà, j'aimerais beaucoup un jour parler de ton travail de juge, de ta carrière en général et tout, mais aujourd'hui on va se focus sur ton rôle d'arbitre. D'accord. Donc j'ai pas vraiment besoin de te demander comment t'en es arrivé là, parce que ton expérience parle pour toi, mais peut-être que tu souhaites expliquer brièvement comment toi tu es devenu arbitre, et ça rejoint la question d'un auditeur qui me demandait d'une manière générale quel est le cursus pour devenir arbitre. À l'époque, il y avait de prévu un France-Angleterre au Cage Warriors, où il y avait Cyril qui a combattu notamment contre Bisping. Et l'anecdote encore, c'est que Bisping voulait prendre Cyril Diabaté, qui était champion du monde, et il s'est dit non, moi je ne veux pas le prendre en MMA, je veux le prendre en boxe thaï. Donc c'était un des premiers combats de boxe thaï en cage. Il y avait Bendy Casimir, il y avait Damien Riccio, il y avait j'en oublie, je sais plus, il y avait un super pote à moi, Manu Fernandez, qui a créé une émeute après à la fin en mettant KO le gars qui était la star de la soirée. Bref, il y a eu des trucs, voilà. Et je devais combattre. Et 3 mois avant, ou 2 mois ou 3 mois avant, je m'étais déjà fait opérer quelques années auparavant du genou, ligament croisé antérieur sur le genou droit, et en pleine préparation, un peu fatigué comme toujours, sans s'en rendre compte, j'étais avec Boris Johnstone, que vous connaissez, un super pote, et fin de séance de sparring, j'envoie un middle et lui il m'envoie un low kick à l'intérieur de ma jambe, et ma jambe ça m'a pas balayé quoi, et du coup mon genou a fait crack. Donc là je me suis dit c'est chaud, à mon avis il y a une galère. Très douloureux, bref, donc je te fais un résumé. Donc effectivement mes croisés repètent de nouveau. Donc du coup j'étais out sur le France-Angleterre. Ok. Donc tu vois, à chaque fois j'ai toujours loupé toutes les échéances. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et par contre à un moment donné, donc France-Angleterre, j'ai Grégory Huot qui gérait un peu cet événement-là, qui était une personnalité aussi du MMA il y a 15-20 ans, me dit par contre, tiens Loïc, est-ce que ça t'intéresse de faire partie de l'aventure quand même et d'être arbitre? Je dis bah oui, moi je l'avais déjà fait un petit peu sur des petits interclubs, des petites compétitions comme ça, etc. Tu vois, donc j'avais une petite expérience, et puis j'aimais bien parce que j'avais cette faculté d'anticiper, si tu veux, les actions des combattants, donc du coup ça donne un avantage certain pour arbitrer.
Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à arbitrer de manière très, on va dire, dite professionnelle. Alors, je te demande une petite pause. Vas-y. Tu es en train de me dire qu'on t'a proposé de devenir arbitre, mais qu'à l'époque, il n'y avait pas de certificat, il n'y avait pas de diplôme, il n'y avait pas... Rien, C'est ça? il n'y avait rien du tout. Bah, le MMA n'était pas codifié Ouais, ouais, encore. Et ouais. puis là, Je vois, je vois, je vois. je te parle d'une époque où on n'appelait pas ça forcément MMA, Ouais, on ouais, appelait ouais. ça Fight, je sais pas, NHB pour No Bar, Valet Tudo, enfin, tu vois, tout ça. Donc, c'était pas encore Ouais, MMA, pas encore ouais. codifié MMA. Ok. Donc, du coup, il fallait un Français aussi, il fallait un arbitre anglais et un arbitre français. France-Angleterre, ce qui avait du sens. Et puis D'accord. après, pareil, il y avait une équipe de France qui était partie en Russie. Et donc, du coup, je faisais aussi office d'arbitre pour que ça soit aussi équitable, qu'il n'y ait pas que des arbitres russes sur les combats de MMA. C'est Et, incroyable, hein? euh, et voilà, j'ai arbitré pas mal de combats comme ça. Après, j'ai arbitré au Portugal, j'ai arbitré en Suisse, j'ai arbitré en Hollande, enfin, j'ai arbitré un peu partout. Voilà. Et D'accord. ensuite, si tu veux, donc en même temps est apparu, enfin le Pancras, il y avait le Pancras en France, tu vois, et donc du coup, bah, j'étais un des arbitres qui travaillait, et donc j'avais eu à l'époque le rôle, le Pancras était rentré à la FFKMDA, et j'avais eu le rôle de responsable des arbitrages et des formations. Donc Ah j'ai ouais, formé beaucoup d'arbitres de Pancras. stylé Toute ça. la première génération d'arbitres de Pancras qui sont encore là, hein, c'est des gens que j'ai formés à l'époque. Ok. Je... je prends la question à l'envers. 1. Vas-y. Sécurité. 2. Autorité et bienveillance. 3. Mm, Empathie, mm, complicité, objectivité. C'est le système pyramidal qui, à mes yeux, définit le mieux ton rôle. Est-ce que tu es mm. d'accord et est-ce que tu peux développer? En premier, la sécurité, parce que voilà, en tant qu'arbitre, on est là pour gérer l'intégralité des combattants et donc toute leur sécurité. Et, Ouais. euh, et si t'as pas cette expérience, pour moi, hein, parce que par rapport à ta première question aussi, qui était qu'est-ce qui fait que l'arbitre, etc., ou la Mm. question d'un de tes auditeurs, là, euh, j'estime que l'expérience de combat, quel qu'il soit, bah, surtout en plus sur un sport tridimensionnel comme le MMA, a son importance. Mm. Je pense que euh, avoir une sensation de combat, alors je ne dis pas un combat sparring, un combat à la salle, hein, mais un combat où tu es monté sur un ring, où tu es monté dans une cage et tu as combattu, euh, tu sais ce que c'est, tu connais le stress, tu sais cette boule au ventre que tu as, etc. Et donc, en connaissant ça, tu sais exactement ce que ressentent aussi les combattants que tu vas arbitrer. Et donc, tout ça, ça te forme et ça te permet de gérer, en fin de compte, toute cette sécurité qu'on doit avoir pour les combattants. Ok. Donc, premier lieu, comme tu as dit, la sécurité. Et après, la bienveillance, parce que tu es là pour que les gars puissent faire un combat, mais qu'ils puissent aussi continuer à faire une carrière éventuellement Ouais. derrière. Donc, Autorité et bienveillance. autorité et bienveillance. Donc, la bienveillance, ça va être justement de pouvoir arrêter au bon moment. Et ça, Mm. c'est ce qui est compliqué. Et ça, c'est ce qui fait de toi que tu seras un bon arbitre ou un arbitre moins bon. Ouais. On Et va y revenir après. l'autorité parce que tu es l'autorité suprême quand tu es au milieu de la case et il faut que tu te fasses respecter. Donc tu dois avoir aussi, pour moi c'est important, c'est un charisme. Si tu as le charisme d'une moule, c'est un peu compliqué d'arbitrer parce que tout de suite les combattants le ressentent. Quand tu es un Ouais. combattant, j'allais dire, t'es un pitbull, tu es un chien galeux, tu vois, euh, t'es un prédateur. Et Ouais. un prédateur va sentir toutes les faiblesses que tu peux avoir, déjà d'une part sur l'adversaire, mais il va aussi ressentir la faiblesse que tu peux avoir en tant qu'arbitre. D'accord. Et quand tu Toi, n'as tu le pas sens, ce ça. charisme, tu n'as pas cette autorité, etc., le combattant le ressent et il va te pourrir, il va te parler, il va commencer à dire ouais, machin, etc. Si toi derrière tu bugs, tu fais attendez, machin, c'est mort. Ouais. T'es baisé. T'es baisé. Ok. Et là, voilà. Et là, si tu veux, c'est hyper important en tant qu'arbitre d'asseoir ton autorité. Ok. Moi, ouais, ça me paraît naturel. 3, c'était empathie, complicité, objectivité. Alors,
Empathie, complicité, non. Je dirais pas vraiment de la complicité. Tu peux pas être complice avec un combattant, tu dois être objectif. Donc, tu vois, il y a un quiproquo dans ces deux mots-là. C'est d'abord l'objectivité, c'est-à-dire que tu es neutre et tu es là pour arbitrer un combat et en toute objectivité d'arrêter le combat au bon moment. Ok. Après, la complicité, non. Par contre, on a une complicité parce qu'on fait partie d'un corps arbitral. Le corps arbitral, c'est la tête, des bras et des jambes et un corps entier. Donc, du coup, c'est les juges, le délégué officiel, le timekeeper, le scorekeeper, le PIT, l'inspecteur. Tout ça, ça fait partie d'un corps arbitral et on est très soudés. Donc, on va dire complicité, c'est sur le groupe du corps arbitral. Mais D'accord, pas mais sur, c'est bien de le préciser. C'est bien de le préciser. pas sur l'action, voilà, pas sur Ok, l'action des ok. combattants, Donc ça a etc. sa place, mais à un autre niveau. Exactement. D'accord. On rentre dans la cage, on voit Loïc Bora, on se dit c'est bon, ça va bien se passer. Est-ce que tu ressens une pression par rapport à ça? Non, j'ai pas de Tranquille. pression parce que j'aime ce que je fais D'accord. et j'adore ce que je fais. Ok. Même pas ce que j'aime, c'est que j'adore arbitrer. Je prends de plus en plus de plaisir. Je vis le combat. C'est un peu bizarre, tu vois. Je suis un peu Spider-Man dans le sens, j'ai tous mes sens qui sont en éveil. C'est-à-dire Mhm. que j'arrive à tout regarder, j'arrive à tout m'apercevoir, genre que, je sais pas, le coach il fait ci ou machin, qu'il y a quelque chose, ou que dans le public, je sais pas, je peux pas arriver à décrire vraiment, mais quand je suis dans la cage et que je vais arbitrer, tous mes sens sont en éveil et C'est ce que j'arrive à j'allais tout voir. te dire, ouais. Tes sens Après, qui font le boulot, ouais. c'est ce que je disais beaucoup dans mes formations et c'est ce que je continue encore à dire à des potes qui sont arbitres et qui ne sont pas encore assez expérimentés. Je leur dis souvent, il faut que tu vives le combat. Il faut que tu t'imprègnes du combat, il faut que tu vives le combat, il faut que tu te déplaces aussi, il faut que tu sois aussi, tu es le chef d'orchestre, mais il faut que tu penses que tu as ton rôle sur ton attitude, et c'est pour ça que je te parle de charisme, sur ton attitude, sur tes déplacements. Bah, il faut que déjà que tu montres que tu es un peu sportif, il faut que tu montres que tu es vif, il faut que tu montres que tu as une attitude. Hmm. Et rien en ayant cette attitude visuelle, bah déjà tu vas avoir un respect aussi au niveau des combattants. Tu vois, Ouais. ils se sentent en sécurité, ils savent que tu domines ton métier. Ok. Quand on est en train de former des arbitres qui sont là actuellement, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, donc on les brief et tout ça à chaque fois qu'ils font une intervention pour les améliorer, etc. Mais souvent, des fois, ils sont encore un peu timorés, tu sais, un peu Un peu timides, etc. tendre? Pas forcément tendres, mais un peu timides. Et D'accord. parfois, la timidité te fait faire des bêtises, c'est-à-dire te faire arrêter un peu trop tôt ou un peu trop tard, etc. Mais bon, c'est normal. Il Ouais, faut je prendre de comprends. l'expérience. Je Et, comprends. et du coup, je leur dis, le problème, c'est que euh, vous vivez pas assez le combat. Il faut vivre le combat. Quand tu vis le combat, bah, tu arrives à anticiper qu'est-ce que le gars va faire, comment il va réagir, qu'est-ce qu'il fait, etc., etc. Tu vois, et c'est ça, et c'est en ça que tu vas arriver à atteindre un niveau, on va dire, un peu d'excellence sur l'arbitrage. C'est la façon que tu vas vivre le combat. Et Ouais. j'en reviens à si tu n'as pas d'expérience de compétition, c'est beaucoup plus dur. Ouais, C'est j'imagine. c'est très Euh, difficile. Rien que à ce niveau-là, juste pour un petit détail, Jérémy Simon, le cutman que j'avais interviewé, il nous disait un petit Hum, peu la même chose à son niveau, tu vois. Donc ça rejoint, même au cutman, il a besoin hum, d'anticiper et de connaître le sport pour hum, gagner du temps sur le soin des blessures et tout, tu vois. Le fait de connaître exactement. les impacts, comme tu disais tout à l'heure, de pas Ouais. sous-estimer un coup, de le prendre pour ce qu'il vaut, bah, il va Hum, gagner du temps dans son soin, dans sa récupération et tout. Donc c'est aussi de l'anticipation, ça rejoint ce que tu es en train de dire. hum. Donc c'est 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 vraiment important. cool. Ouais, c'est important. Euh, Est-ce qu'il a des combats où tu t'es dit après coup, ah, j'ai fait de la merde? Là, comme ça, là, non. Non. Ouais, non, mais tant mieux. Attends, Non, non. tant mieux. Non, Ok, non, ok. non, non, parce que franchement, c'est vraiment un truc, c'est vraiment assez indescriptible. C'est vraiment, j'ai une sensation où je suis vraiment. Et, et pour te dire, tu vois, enfin, non, ben, franchement, en réfléchissant, je vais te dire vraiment non. Et ce qui me fait plaisir, tu vois, c'est quand je vais faire les briefings de certains combattants et qui me disent, je fais un briefing, imagine, général, tu vois,
Maintenant, on essaye de faire, on va faire souvent maintenant le briefing à tous les combattants qu'on va coacher, qu'on va arbitrer. Ouais. Donc ça crée un peu justement, ça crée une complicité à ce moment-là, tu vois, entre à dire, écoutez, voilà, c'est moi qui vais arbitrer ton combat, etc. Et ce qui me fait plaisir, c'est quand je vais dans les vestiaires, que je dis, voilà, je vais arbitrer ton combat, et tu as un combattant qui se retourne, il me dit, tu fais pas le mien et tout. Je dis, non, c'est pas moi. Oh merde, putain, je suis dégoûté. Ça fait plaisir. Parce que ça veut dire que le combattant, il reconnaît ton travail, etc. Tu vois. J'ai le souvenir d'avoir, tu vois, à l'Ares, donc pas hier, mais l'avant-dernière Ares, j'ai arbitré un combat féminin, là, tu sais, Alex Tekana face à Iris Morisset. Ouais, excusez-moi pour les noms. Et tu vois, donc Iris, je la connaissais pas du tout, hein. Je connaissais même pas son passé de boxeuse, tout ça. Donc je vais lui faire son briefing, elle était avec Rizlen et tout. Et tu vois, Rizlen, je l'ai déjà arbitré 2-3 fois. Et elle me dit, franchement, c'est cool, Loïc, que tu sois arbitre de son combat. Et puis ça a rassuré aussi Iris que Rizlen dise ça, tu vois. Ça fait plaisir. Et tu vois, sur le combat, à un moment donné, Iris, elle passe vraiment un sale moment. Regarderait le combat où elle est un peu touchée, elle tombe, etc. Et là, pour le coup, je sais que beaucoup d'arbitres auraient stoppé le combat. Mais moi, mon expérience me fait que je vois les signes qui font qu'elle revient sur une attitude qui fait qu'elle est plus en danger, qu'elle est prête à recombattre, etc. Et effectivement, tu vois, elle revient... mains, tout ça. Voilà, elle relève sa garde. Je vois la percussion, la précision de la percussion, la dangerosité des percussions, tout ça. Je vois que Alex, c'est bien ce qu'elle a fait, elle a touché, mais après, si tu veux, ce qu'elle fait, c'est pas assez pour que je puisse intervenir. Il reste encore un créneau, il reste encore un tout petit créneau. Et je vois que Iris, elle s'engage sur ce créneau-là. Et donc, du coup, elle se relève, etc. Et le combat repart. Tu vois ? Après, quelques temps plus tard, Alex remet une belle série. Et là, pour le coup, elle est sonnée, donc j'arrête le combat. Mais ce que je veux dire par là, c'est mon expérience, mes années de pratique, mes années de compétition, de voir aussi coaché des sportifs de haut niveau, parce que j'ai eu cette chance d'avoir des gens de haut niveau et donc d'accompagner aussi des combattants de haut niveau. Et toute cette richesse, si tu veux, de postes que j'ai pu avoir entre combattants, entraîneurs, formateurs, responsables, dirigeants, gérants d'une salle de sport, tout ça, si tu veux, mis bout à bout, fait que j'arrive à faire en sorte que le combat, je l'arrête souvent au bon moment. Et ça, le meilleur des retours que j'ai, c'est les combattants qui viennent me voir et qui, des fois, sont déçus que je ne fasse pas leur combat. Alors, je ne peux pas arbitrer non plus tous les combats, c'est pas possible. Et puis, il faut aussi former d'autres arbitres parce qu'il y a de plus en plus de galas de MMA. Donc, tu vois, quand je te dis, on rentre dans la cage, on voit Loïc Pora, on se dit que c'est bon, ça va bien se passer, c'est une réalité. C'est pas une prétentieux, c'est une réalité qui rejoint le témoignage des combattants qui te l'ont dit. C'est vrai que c'est vrai que... Et puis, je pense que le public le ressent aussi, tu vois. C'est comme je te disais tout à l'heure, quand as j'ai de la chance ou pas, j'en sais rien. La chance, ça se développe. Mais je gère une salle de sport, donc tu vois, j'ai entre 600 et 700 adhérents, j'ai une dizaine de profs, donc tu vois, quand il y a des soucis, faut que tu te prennes tes couilles et tu es le responsable, tu vois, donc tu dois gérer. Et dans la cage, c'est un peu pareil. C'est une attitude, quoi. Voilà, et je pense que le public aussi le voit. Alors, quand tu vois un arbitre, tu vois, dans la façon qu'il se déplace, la façon qu'il réagit, la façon qu'il va parler, la façon qu'il va intervenir, quand c'est propre, c'est clair, c'est net, il n'y a pas de bavure, et il voit qu'il y a de l'autorité, le public aussi se dit, parce que j'ai eu ces retours aussi là, se disent, ah oui, ouais, franchement, quand tu arbitres, on voit que tu es là, quoi. Donc ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que tout le monde s'aperçoit la présence de l'arbitre, mais au bon moment. Ah bah ouais, c'est clair. C'est ça qui est important, ouais. Ça fait plisser les yeux quand tu vois des stoppages un peu tardifs. Et c'est clair que c'est rassurant. C'est sûr, c'est sûr. Combien de combats tu peux faire dans une soirée pour rester totalement focus? Alors, généralement, tu vois, hier soir, il y avait l'Ares 4. Il y avait 12 combats de prévus. Généralement, quand on a 12 combats de prévus, généralement, on est 3 arbitres. Ouais, ok. Voilà.
Là, ils étaient 2 arbitres. Ah, j'ai vu, hein, il y avait un sacré rythme. C'est un choix, donc voilà. Là, ça fait du taf, surtout à ce niveau de compétition. Donc, je sais pas comment ça a été géré. Là, je j'ai pas le retour. Je demanderai lorsqu'on fera notre réunion euh, avec le bureau technique des officiels. Je poserai la question parce que je ne sais pas pourquoi ça a été fait comme ça. Parce que là, au niveau de compétition qu'ils étaient, même si c'était Marc Godard et Ahmed Korchli, qui est arbitre aussi, qui est un excellent arbitre, faire 6 combats de haut niveau sur un événement comme ça, c'est compliqué. J'ai estimé que c'était beaucoup, moi. J'ai aucune Ah oui, expérience, mais j'estimais oui, que c'était beaucoup. T'es voilà. d'accord? Nous, on avait un peu élaboré un truc comme ça, c'est-à-dire que quand il y avait à peu près, généralement, voilà, 12 combattants, 12 combats, 3-4 arbitres, c'est plutôt bien. Et tu regarderas à l'UFC, quand il y a une carte comme ça de 12 combats, il y a au moins 4 arbitres. 4 combats, déjà, c'est waouh, c'est beaucoup, quoi. Si ça Ouais, dure en plus, tu vois, 4-5 rounds à chaque fois, ou 3 rounds, on va dire. ouais, Ah, là, c'est c'est, là, c'est, ouais, ouais. c'est Là, pas j'ai mal, ouais. pas vu les résultats. Je crois qu'il y avait pas mal de combats qui se sont terminés rapidement hier. Donc, Ouais, il du y avait pas coup, mal de finish, ouais. Finish ouais, donc, tardif ou finish au début, mais ouais, c'était une belle soirée. voilà. Assez, beaucoup d'autorité de la part des arbitres. Ils prenaient leur place dans l'octogone et c'était Ah, bien. c'est bien. Bah Ouais, après, Marc Godard, voilà, Marc Godard, pour moi, c'est la référence clairement. euh, des arbitres internationaux. Je préfère Marc Godard à Herb Dean, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, ouais, J'ai pas je osé pense. tout à l'heure faire une remarque sur Herb Dean quand t'as parlé du charisme pas de la nervosité, mais tu sais, la prestance. Ou la Je présence, oui, trouvais, bah, je trouvais bah, qu'il en perdait de plus en plus. Il est de plus en plus nonchalant. ouais, c'est ça. Alors, est-ce qu'il est fatigué, est-ce qu'il en a marre, je sais pas, mais ouais, j'ai remarqué ça aussi, tu vois. Bah, quand je parle un petit peu de l'attitude de l'arbitre dans la cage, ben, voit un peu fatigué, tu vois. Donc, Ouais, on le voit un peu dans son attitude. c'est vrai. Mais, mais c'est vrai que quand on travaille à côté de Marc Godard, bah, même moi qui suis à ma place, bah, on est content. Enfin, moi, je suis content, tu vois, je suis Ouais, là et ouais, ouais. tout. Là, moi, je me dis, putain, je suis avec un bonhomme aussi, quoi. Tu vois, ça me Ouais. fait plaisir. Il y en a qui C'est vont être impressionnés, qui vont se dire, oh putain, c'est Marc Godard. Et tout. Bah, moi, pas, je vais pas me faire ça. Moi, je vais me dire, ouais. putain, c'est cool, on est avec une bonne paire de couilles, là, tous ensemble, là, ça va être bien, là, tu vois. C'est Hier, excitant. il a repris la brésilienne du Co-Main qui avait un piercing au nombril. Et, Ah ouais, euh, c'est et, interdit, hein. je crois hein, que c'était le Co-Main, si je dis pas de Hmm. bêtises. Et ouais, il a gueulé sur le gars qui est censé contrôler le Bah physique. ouais, Oh ah bah putain. oui. Ouais, 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 ouais. ouais. Et c'est toi ou c'est lui qui, à Arrest 3, qui ont attendu que les 2 ambulances arrivent pour commencer la carte? Non, bah là, c'est pas moi ou lui, c'est la législation, c'est la Ok. réglementation. Il me Tu semblait que dois c'était avoir. l'arbitre qui avait demandé, avant de commencer, est-ce que les ambulances sont là? Non, non, bah c'est important, c'est comme ça. Donc bah, lui, il a demandé la question. En plus, ensuite, on a un délégué officiel hein, qui fait partie de la FMMAF. Hmm. Et tant qu'on n'a pas le médecin ou un service de secours à proximité de la cage, l'événement ne peut pas commencer. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est bien que l'arbitre prenne la responsabilité de checker tout ça, tu vois. Bah C'est là, sur incroyable. l'ARES, ouais, sur l'ARES, si tu veux, l'ARES a demandé à ce que Godard soit un peu la figure un peu emblématique de l'événement. Ça leur donne aussi un gage de qualité, hein, c'est ce qu'ils recherchent. Et Ouais, donc, c'est un peu la figure directrice sur l'ensemble de l'événement, sur le corps ouais. arbitral. Ouais, c'est le daron, hein. Comment tu prépares un event, par exemple? Est-ce que tu étudies un petit peu les combattants, l'interaction avec le corner, le fait que ce soit un truc local ou un gros pay-per-view télévisé? Est-ce que il y a des différences dans ta préparation? Non, il n'y a pas de. Alors, je vais t'expliquer un peu comment ça se passe et comme ça tu vas comprendre. Un promoteur décide de faire un événement, donc il fait une demande d'organisation à la fédération. À la fédération, on est un bureau technique des officiels, on est 8 personnes et il y a quelques personnes qui sont en charge de vérifier la véracité et la qualité, enfin, je ne vais pas dire la qualité d'opposition des combattants.
Donc, ça veut dire qu'une fois que la personne a donné l'accord sur du BTO, la personne du BTO qui a donné l'accord au promoteur que tel combat pouvait se faire, ça veut dire que nous, derrière, on a toute la sécurité pour que ce combat se fasse. Après, moi, je ne vais pas faire des recherches, parce que je pense que ça ne serait pas assez objectif, je ne vais pas faire des recherches spécifiques sur les combats que je vais arbitrer. Ouais. En plus de ça, on a, si tu veux, la conduite pour savoir quel poste on doit faire dans la soirée. On a la conduite à peu près 24 heures, elle est peut-être parfois 48 heures avant. Ah ouais, Donc, okay. On ne peut pas vraiment chercher à avoir des informations sur les combattants. Après, là, actuellement, on a la chance, il n'y a pas non plus énormément de combattants pros en France, donc on a tendance à les voir un peu plus régulièrement sur des compétitions. Donc après, on se dit, ah bah tiens, lui, il est bon, lui, il est pas bon, lui, il a une bonne jambe arrière, lui, il a un bon crochet, lui, il a un bon sol, lui, tu vois, il a plein de trucs comme ça. Donc du coup, après, c'est juste ce petit aspect technique que tu gardes en mémoire sur le combat. Tu vois. Mais il n'y a pas de recherche. Après, c'est marrant parce que c'est le genre de question que j'avais posée à Marc Godard. Un jour, je lui avais dit, quand tu dois arbitrer un mec comme Alistair Overeem ou comme Arlovski, etc., qui, c'est des gars qui ont fait 25 ans. Moi, j'ai eu la chance de m'entraîner avec Alistair quand j'étais gamin, tu vois, donc on a à peu près le même âge. Il a 2 ans de moins que moi. Il doit avoir 46 maintenant, Alistair Overeem. Et donc, du coup, ça fait qu'il combat depuis 25 ans à très haut niveau, hein, avec le K1, le Pride, l'UFC, tu vois, t'imagines tout ce qu'il a fait. Et donc, c'est des gens qui sont fragilisés, quoi. T'as beau dire, mais ils sont fragilisés. Et donc, je lui demandais, est-ce que tu as une vigilance plus particulière? Il me dit, tu es obligé d'avoir une vigilance plus particulière parce que tu sais que la personne, elle a fait tellement de combats que ça peut être chaud. Donc, c'est juste que tu es encore un peu plus vigilant sur la percussion. Mais tu ne peux pas chercher à faire moins ton travail ou plus ton travail, quoi. C'est juste une question de vigilance où tu vas peut-être être vachement plus proche de l'action quand tu vas sentir que c'est un peu compliqué pour lui, quoi. Ouais, je vois que si t'as Ngannou au milieu du ring, t'es un peu prévoyant, quoi. Ah ouais, t'imagines le kiff, moi je kifferais ça. Je vais aborder le sujet que j'attendais. Je sais pas pourquoi, je crois qu'on a tous, tu sais, nos petits moments MMA, et moi c'est mon moment, dans les combats, c'est mon petit moment à moi. Alors, je suis très à l'aise avec le fait que j'aime ce que le MMA apporte de doux. Le fair play martial, les interrounds où ça respire, où le coach est rassurant, les ring girls, la bienveillance arbitrale après un KO. Tu maîtrises ce moment parfaitement, de manière spontanée. À la fin, tu as un mot gentil et rassurant pour le perdant. Tu as un rôle tampon entre l'impact physique et le retour à la normale. J'ai appelé ça le déchocage. Tu déchoques la personne. Est-ce que tu peux nous raconter ce processus? Alors, il y a... Ouais, moi, c'est peut-être ma nature après très empathique. C'est que, oui, quand j'arrête un combat suite à un KO, une soumission ou quoi que ce soit, moi, j'aime rester près du combattant, j'aime le toucher. Enfin, c'est un peu... J'aime être tactile dans le sens où j'aime le rassurer. Et de lui dire, voilà, écoute, on est là, je suis là, tout se passe bien, écoute. Même s'il n'y a pas de mots qui s'échangent ou quoi que ce soit, ça peut être dans le regard, ça peut être dans ça va, comment tu te sens, ça va. Le mec il te répond, il me regarde, tu vois, il est dégoûté, je vois qu'il est dégoûté, donc je suis bienveillant avec lui et j'aime faire ça. J'aime être avec le gars, la personne qui a perdu parce que c'est un moment qui est tellement dur et triste à vivre que t'as pas envie d'être tout seul. En tant que combattant qui vient de perdre, t'as pas envie d'être tout seul. Et là, la seule personne qui est un peu à côté de toi, c'est l'arbitre qui va venir, parce que tu as des arbitres qui viendront peut-être sûrement pas, hein, et le médecin. Voilà. Et après seulement, c'est l'arbitre qui donne par rapport à l'accord du médecin, qui dit si les soigneurs peuvent venir. Donc après, si tu veux, voilà, le soigneur vient et le combattant voit une figure qu'il connaît, qui est peut-être rassurante. Mais moi, j'aime ce moment-là. Moi, c'est marrant, ton petit moment ton mot là, que tu dis déchocage, c'est un peu ça, tu vois. C'est vrai qu'il y a un choc, un traumatisme psychologique, et je pense que c'est un moment qui est important
d'être Oui. là à ce moment-là en tant qu'arbitre pour dire écoute, t'inquiète pas, ça va. Ah, Il y a pas plus c'est le compliqué début que de ça. beaucoup de choses. Exactement. Ouais. Exactement. Après, D'accord. j'ai aussi, si tu veux, j'avais étudié aussi les arts chinois, tu sais, tout ce qui est Oui. point mytho, point nerveux, etc. Bref. Ouais, Et ouais. si tu veux, quand il y a un gars qui est sonné, qui est un peu hors conscience, euh, je, des fois, tu pourras me voir le faire parce que je l'ai déjà fait. Je fais une friction des globes orbitaux des yeux. D'accord. Tu vois, je frictionne très fortement les yeux. Ok. Pourquoi? Parce que le nerf optique, c'est le nerf le plus réactif du corps humain. Ok. Du coup, c'est ce nerf-là qui te fait réagir très rapidement. Et Ok. donc, du coup, la personne qui est un peu sonnée, quand tu lui frictionnes, donc là, je donne des tuyaux, hein, même pour les gens ou Ouais, ouais, ouais. C'est les incroyable. entraîneurs qui voient leur gars tomber KO, qui est un peu évanoui, bah, tu frictionnes ses yeux fortement. Tu vois, tu pousses un peu ses yeux, là, tu les frottes fort, et bah, le gars, il se réveille très rapidement, quoi. Comment tu travailles enfin, t'as déjà un peu répondu tout à l'heure, tu sais, ta vision du combat pour améliorer et entretenir cette capacité de réaction. Est-ce que tu le travailles encore? Ah ouais, ouais, je travaille beaucoup. Bah, Ouais. je travaille beaucoup. Déjà, je suis un passionné, donc je regarde énormément de combats de MMA. Alors, tu ne regardes plus forcément un combat de A à Z. C'est comme dans un film de cul, tu vois, je vais vraiment aux scènes qui m'intéressent. Oh, c'est bon ça. XNXX, on est là. Voilà. Donc, voilà. Je m'entraîne aussi pas mal sur les jugements aussi, parce que je pense que je peux m'améliorer énormément là-dessus. Et je regarde beaucoup de combats sans leçon. Ouais, Donc, pour ok. les gens qui, des fois, ils se disent ah, mais lui, il gagne et lui, il gagne pas, et machin, etc. Bah, regardez le combat sans leçon et vous notez les percussions, les moments les plus forts, savoir un peu ce que ça donne. Et D'accord. sans leçon, quand t'entends pas le public, t'entends pas le bruit de la percussion, t'entends pas des coachs ou quoi que ce soit, bah, t'as plus que le sens visuel et qui va te parler. Et même en vidéo, si tu veux, c'est encore truqué parce que euh, en réalité, on ne revient jamais sur un jugement. Hmm. La réclamation sur un jugement est impossible. Ok. Je t'explique simplement pourquoi. Parce que quand on juge sur un instant présent et surtout, on a un angle, chaque juge a un angle de vue. Bien D'accord. sûr. Et donc, il y a une perception entre la vue, l'ouïe, voilà, par rapport à ces sens-là, et lui, il a un sens de vue. Quand on fait un retour vidéo, ou qu'on regarde et qu'on veut regarder un combat en vidéo, on verra toujours les meilleurs angles, parce qu'il y a plusieurs caméras, Hmm. tu vois. C'est vrai. Et donc, du coup, c'est quelque chose on peut pas revenir sur un jugement parce que on n'a pas la vision de l'arbitre au moment où l'action a été faite. Ouais, du juge, ouais. Ouais, ouais, Voilà. ouais. C'est comme moi, je vais arbitrer, je vais voir, voilà, imagine un mec en position montée, il est en train de frapper son adversaire. Moi, je suis juste là, je suis allez, à 30 centimètres. Je vois que le gars, il tape dans les bras et en plus, il tape, il n'y a pas de percussion. Ouais, Ouais, je il vois y ce a que juste tu veux dire. il y a juste du volume, mais il n'y a rien, ça fait pas mal, quoi. Tu vois, Hmm. le mec, il peut frapper comme ça pendant des heures. Par Ouais. contre, le gars qui est dans le public, qui est à 100 mètres, 150 mètres ou quoi que ce soit, il peut se dire oh putain, c'est impressionnant, pourquoi l'arbitre il arrête pas? Parce que putain, il s'en prend plein la gueule, etc. Bah non. Ou quelqu'un qui est de dos, il va se dire il voit un gars qui est en train de donner des coups, mais c'est pas ce qu'il donne en réalité. C'est Il sait clair, pas ce c'est qu'il tout à fait ça. c'est pas ce qu'il- Et donc, par conséquent, c'est pour ça qu'on ne peut pas revenir sur un jugement parce que les angles de vue sont complètement faussés une fois qu'on regarde ça après sur un montage vidéo. Ouais, ouais. Ah, Voilà. c'est bien ce que tu nous dis là, c'est Oui, oui. super. Tu sais, pour revenir sur les juges, hier soir, on a eu un 30-27 à gauche et Ah ouais, 29-28 deux fois à droite, si je dis pas de conneries. d'accord. Et je t'avoue que c'est un peu déroutant. C'est un peu déroutant. 30-27, tu vois ce que je veux dire? T'as À vraiment 30, un... 30-27, ça veut dire que le mec, il a eu 3 fois 9, bah 30-27, ouais, il a eu 3 Ouais, fois c'est ça. 9. Ouais, il a eu 19-19-19. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Et de l'autre Et côté, ouais, 28-29, deux fois. Donc il y a, 28. les juges ne sont pas du tout... Il y en a un des trois qui est pas du tout d'accord avec les deux autres, quoi. Ouais, ouais. Bah, C'est assez après ça, déroutant quand tu regardes le combat et que tu te dis putain,
Bah ça, c'est T'en as un. intéressant parce qu'après, en débriefing, tu vois, alors bon, les gens ne le savent pas, mais après, on fait toujours un débriefing. Tous les juges Ouais. arbitres, ils font un débriefing. Et justement, ça, c'est des points où justement, les gars, ils ont dû peut-être discuter de savoir, tiens, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que tu as remarqué, c'était quoi, toi, donc tu argumentes derrière. Voilà. Ouais. Ouais, c'est sûr que nous, on le sait pas. Ouais. Ouais. Ça sera intéressant un jour hein, de parler du travail des juges. Tu me chauffes, hein. Ah, alors, Franchement, ça travail doit de être ouf parce juge, que. travail Pardon. des juges, c'est dur, hein. Attention. Ouais, ouais, Travail de ouais, ouais. moi, pour moi, hein, à mon niveau, c'est plus dur pour moi de juger que d'arbitrer, hein. Ouais. On a un gros travail, nous, au niveau de la fédération, c'est de mieux en mieux, mais on a un gros travail éducatif auprès des coachs, des combattants, et après, par descendance, auprès du public. Parce qu'il y a parfois, il y a des gens qui ne comprennent pas ou des combattants qui ne comprennent pas. Ils sont encore un peu formatés sur le système métrique du pancras et ils se disent, mais je ne comprends pas, je devais gagner, pourtant j'ai fait des amenés au sol. Oui, tu as fait des amenés au sol, mais tu n'as pas continué, tu n'as pas euh, peaufiner ta position ni mise en danger ton adversaire. Donc, du coup, t'en amener au sol, elle sert à rien. Je Tu vois. vois. Et du coup, Et les d'autres gens, ils se vont la posent. noter quand même. T'en as qui vont la prendre en compte. Exactement. Ouais, ouais. Ouais. On est humain après, hein. Ah oui, oui, bien sûr, hein. Il y a ça C'est aussi, ce tout qui fait la, simplement, c'est ce qui fait la richesse du juge. hein. Ouais, ouais, clairement, clairement. Faut pas laisser la décision aux mains des juges, c'est ce qu'on dit toujours. Ouais, exactement. C'est le mieux. On va passer aux questions des auditeurs. La première question de Nicaragua 6543 qui nous demande quel degré de liberté tu as. Quel degré de liberté Ouais, sur tu un, as. sur un combat? Ouais, Bah, j'ai tous les droits. ouais. Je Toi, tu suis, fais venir le médecin, tu dis là, on arrête, on arrête. j'ai tous les droits. J'ai tous les Ok, droits. C'est moi, dans le centre de la cage, c'est moi le patron. Enfin, c'est l'arbitre le patron. ouais. Donc toi, Voilà. tu Après, veux on a enlever des, un point sans avertissement. Il y a personne qui va te dire ouais, mais Alors après, non. il y a des codes et tout ça, etc. Donc tu fais pas non plus n'importe quoi. Mais oui, si tu dois enlever un point parce que c'est mérité, tu enlèves un point. Si Ouais, tu juges, et ça va être faire partie de ton expérience. Si tu estimes que l'action que le gars a fait, c'est une action dangereuse, etc., et que ça mérite tout de suite un point négatif, tu le mets. ouais, Mais des fois, tu vas être là en disant, bon, ok, là, j'ai vu qu'il n'a pas fait exprès, j'ai vu que c'était machin, c'était pas intentionnel, etc. Donc, non, je ne vais pas lui mettre un point négatif. Par contre, je vais l'avertir. Mais ouais. voilà, tu as l'entière liberté de mettre ton point négatif, de faire la remarque, de stopper le combat, etc. etc. C'est toi Hmm. le maître. Après, tu as des signes sonores où, genre, le médecin veut te prévenir de quelque chose. Donc, tu as un signe sonore. Et là, à ce moment-là, tu vas arrêter le combat. Tu vas faire venir le médecin parce que le médecin voulait vérifier quelque chose. Tu vois. Ok. La deuxième question, c'est Julien Napolitano qui demande que penserais-tu de la vidéo à l'interround pour vérifier les hypocs, les gestes illégaux, les prises de gants? Alors moi j'ai un semblant de réponse parce que par exemple Herb Dean a utilisé la vidéo pour l'hypoc de Covington Alors, contre Masvidal. Donc tu peux détailler? je vous invite à regarder mon Instagram French MMA Ref Ouais, j'ai parce que vu que tu fais ça. j'ai fait un réel exactement sur cette action. Ouais, j'ai vu que tu as fait Donc, ça. ouais, j'ai fait ça parce que c'est intéressant. En gros, moi, j'aime bien faire aussi ça. Je l'ai fait pour justement éduquer les gens. Donc, si vous regardez sur mon truc, j'ai fait des réels. À mon niveau, je suis pas un super youtubeur ou quoi que ce soit. C'est pas ma prétention. Donc, je fais ça. J'essaie de faire ça le mieux que je peux, mais j'essaie d'expliquer un peu les gens. Enfin, comment les actions sont faites. Et là, notamment, ça a été super bien géré par Dean. C'est que à un moment donné, Masvidal, il se plaint d'un doigt dans l'œil, mais c'est vrai qu'on le voit pas réellement, d'accord. Et Dean n'a pas fait de stop time, donc il n'a pas arrêté le combat. Le combat va au bout, mais quelque part, il s'est dit, ah, il y a peut-être eu un truc, j'ai peut-être loupé quelque chose. Et donc là, pour le coup, et là, c'est aussi l'UFC, donc tu as le temps de voir des choses. Exact. Sur des organisations françaises petites où il n'y a pas de retour vidéo, il n'y a pas de régie vidéo, c'est compliqué, tu ne vas pas pouvoir le Ouais, faire. Et donc, du coup, Abdin, il a été voir la table des officiels, il a demandé est-ce que vous pouvez voir l'action, etc. Et là, effectivement, on lui a dit ouais, ouais, il y a eu un doigt dans l'œil de Covington sur Masvidal. Et c'est ça qui est super intéressant. J'aime, si tu veux, quand ce côté est vraiment bien carré, c'est autoritaire, mais juste ce qu'il faut.
Il a attendu que tout le monde sorte, hein, la minute de repos, tout le monde est sorti, etc. Et une fois que les portes se sont fermées, il a fait stop time et il a été voir Covington et il lui a expliqué. Il lui a dit, Ouais. oui, j'ai vu, j'ai été voir à la vidéo, effectivement, il y a un doigt dans l'œil, donc attention, la prochaine fois, je serai obligé de t'avertir ou quoi que ce soit, etc. Mm. Et ça, tu vois, c'est bien parce que ça montre un peu l'autorité que tu peux avoir. Et moi, le gars, le combattant, il va se dire, bon, ok, il faut que je fasse À gaffe deux parce fois. que je peux pas jouer avec lui, quoi. C'est pas une Ouais. trompette, l'arbitre qui est là, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Mais J'aime voilà, bien pour moi, tes ça, c'est vidéos là, c'est intéressant. Tu détailles les phases arbitrales quand il stoppe, tu sais, avec le voilà. médecin, nana et tout, Ah, c'est vachement bien il y a fait. des trucs que les gens savent pas forcément, tu vois, même s'ils C'est font du clair. MMA. Et le no coaching, tu sais, en réalité, c'est une question de fair play. C'est-à-dire que quand imagine, tu as mis un coup de pied dans les couilles de quelqu'un, tu n'as pas fait exprès. Donc, tu vas faire stop time, tu vas mettre chacun dans les coins neutres. Déjà, tu vas voir le mec qui a les coups dans les couilles, tu le rassures, tu dis écoute, tu le récupères, t'inquiète pas, machin, etc. Après, tu vas voir le gars qui a donné les coups dans les couilles, même qui n'a pas fait exprès, mais tu lui dis de faire gaffe, tu dis écoute, tu es un professionnel, tu dois utiliser tes armes et viser là où tu dois utiliser tes armes. Donc, du coup, Mm. travaille correctement. Après, tu vas revoir le mec, tu vois le gars qui a le coup dans les couilles, etc. Mais pendant ce temps-là, le mec a pris le coup dans les couilles, tu vois, il est là, il a mal, il parle, ou tu parles avec lui, ben son coin, il peut pas lui donner de conseils. Mm. Parce que le mec, il a mal dans les couilles, tu vois, il est là, il est en train de parler, etc. Et donc, ça serait injuste que le gars qui a donné le coup dans les couilles puisse être coaché pendant cet arrêt par son coin. Ouais, ouais, je vois, je vois. C'est pas fair play. Non, Donc, non, du non. coup, C'est un dans rééquilibrage. c'est ce qu'on appelle, nous, le no coaching. Ouais. Donc, c'est-à-dire que logiquement, ben, aux États-Unis, à l'UFC, etc., les coins, les coachs, c'est des gars qui sont expérimentés, donc ils savent qu'ils ne le font pas. En France, c'est pas encore ça. Ils connaissent pas en réalité les règlements parce que personne ne lit le règlement. Mm. Et donc, tu es obligé de leur dire, si tu entends que ça coach, etc., tu es obligé de leur dire attention, coin bleu, il n'y a pas de coaching, no coaching. Tu vois, Ouais. faut que tu le rappelles. La troisième question, alors, les pieds dans le plat, hein. Eric S2A qui demande quel est ton salaire? Alors, je vais répondre à un truc, c'est que le salaire, on est payé, si tu veux, les juges et les arbitres sont payés la même chose. Ok. Que tu sois arbitre ou juge, que tu fasses un, 2, 4, 10 combats, tu es payé la même chose. T'es payé Et pour le gala, actuellement, enfin pour la soirée. voilà, et on est payé actuellement 200 euros. Moi, j'avais élaboré un comptage à l'époque. Bon, après, on est revenu parce qu'au final, ça faisait un peu trop cher pour les promoteurs. Mais j'avais estimé qu'on était payé, on devait être payé, un, à la qualité du combat. Ouais. Alors, si tu fais un combat prélim card, pré-prélim, main card ou main event, c'est pas la même comment qualité de combat ou la même, si tu veux, qualité de prestation Mm. entre les deux combattants. Donc, du coup, ça Ouais. valait un. Voilà. Par contre, C'est quand tu vas arbitrer un common event, un main event, bah là, il y a une prestance, il y a un prestige, si tu veux, sur mm. l'événement. Et donc, du coup, pour moi, j'estime, il faut un arbitre qui soit de qualité, un des meilleurs arbitres, et ça a un coût un peu plus supplémentaire, Ouais. parce qu'il y a plus de responsabilités. Ouais, clairement, J'étais ouais, ouais. parti sur exactement ce qui existe aux États-Unis. Aux Mhm. Ah d'accord, États-Unis, c'est le modèle américain. on va prendre à l'UFC, les arbitres sont payés au combat. D'accord. Donc, si tu fais 2 combats, 3 combats, etc., bah, tu vas accumuler, etc. Et tu es payé en fonction de la place du combat qu'il a sur la carte. Ok. Donc, sur D'accord, je vois, je vois. un combat pré-prélim, tu vas être payé, je vais dire des bêtises, hein, tu vas être payé 500 $. Par Ouais, ouais. contre, tu fais Conor McGregor, Khabib, tu vas prendre 10 000 $. T'as des points de pay-per-view. Non, mais tu as, de ça aussi, hein. Ouais, ouais, bien Ouais, sûr. ouais. T'as de ça, hein. On va dire que les arbitres internationaux que vous voyez à l'UFC, les plus importants, hein, donc tu as Herb Dean, Marc Goddard, euh, comment Ok, il s'appelle, Herzog. Herzog, tu Ouais. vois, Dan Miragliotta, parce que lui, il combat aussi, il arbitre aussi sur d'autres trucs. Mm. Les gars, ils sont entre 300 et 400 000 $ à l'année, hein. Oh. Donc 300, 400 000 $ à l'année, ça fait 30 000 $ à peu près par mois, quoi. Ah bah c'est chaud.
bah, il gagne plus que certains combattants. Ouais, c'est vrai. Putain. Donc moi, j'aimerais bien prendre ça. Bah ouais, faut pas, faut traverser la mer. On en est loin. On en est loin. Donc tu vois, pour l'instant, c'est pas forcément quelque chose où je me dis, ah, je vais m'enrichir comme un ouf, etc., quoi. Ouais. Et, En tout cas, je te le souhaite. franchement, si je pouvais prendre 1000 balles par soirée, et quand tu vois qu'il y a 2 à 3 galas par mois, bah, Ouais. je serais content. Je me casserais Ah pas putain, les moi, couilles. je voyais plus des tarifs comme ça quand même, hein. Putain, 200 Non, balles. non, bah, non, 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 non. Pour l'instant, on ne prend pas beaucoup de sous. Tu pourras dire D'accord. à. Et puis comment il s'appelle. Ouais, la question d'Eric est finalement a ouvert là, une belle discussion. On va Dis-moi. passer au moment détente. Alors, Ah, j'imagine que je suis passé à côté de plein de choses. Est-ce que tu as une anecdote amusante avec un combattant connu ou un truc qui se passe en dehors de l'octogone que tu peux te permettre de raconter? ils sont- ceux qui m'écoutent, ils sont tous en train de rigoler. Alors, non, des anecdotes marrantes. Oui, non, mais je suis un peu sanguin. Enfin, voilà, je peux m'énerver aussi, si tu Hmm. veux. Je me tiens, etc. Mais comme j'ai tendance à dire ce que je pense, je le dis. Et à un moment donné, si la personne ne comprend pas, ben, je me dis, mettre une petite claque dans la gueule, ça fait, le mec qui rigole, ça fait du bien. Donc, c'est vrai que des fois, sur des fins de combat, pas forcément quand j'étais, notamment quand j'étais officiel, je crois que ça m'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé, ouais, à la fin d'un gala, de me chamailler, quoi. Ouais. Voilà. Souvent, c'était chez Hatch. Donc, à chaque fois, il Ouais, me disait, ah, Lolo, tu déconnes, etc., etc. Mais bon, j'étais plus jeune. Maintenant, je suis plus sage. Voilà. d'accord. Alors, excuse-moi, parle juste bien en face de ton micro, s'il te plaît. Ouais, c'est parce qu'il y a le café qui tourne, c'est pour ça. Ah, tranquille, tranquille. Vas-y, si tu veux, tu prends le temps, tu te Non, non, poses, t'inquiète, c'est bon, ça va être fait, tranquille. là. Ok. Bah, là, pour cette anecdote, à l'époque, bon, je combattais un petit peu en tout parce que les combats de MMA, il n'y en avait pas beaucoup. Mhm. Donc, dès qu'il y avait un truc, on était du club haute tension et c'était un peu notre devise. On combattait dans n'importe quelle activité, quoi. Ouais, D'accord? t'y allais, quoi. Et, ouais. Et donc là, il y avait possibilité de faire les championnats de France. Donc, en demi-finale, je tombe un mec qui était super fort. Je me sentais pas du tout. Franchement, je fais 5 rounds. Je sers vraiment de sac. Et après, le gars, il prend un peu une attitude, tu sais, à la Paco, là, tu sais, dans Bloodsport, Paco, tu Mhm. sais, genre, Vénin, je fais la tête Boxer Die. Et là, ça m'a énervé. Là, je me suis dit, putain, il se fout de ma gueule, le mec, tu vois. Alors, je me suis fait taper, hein. Pendant 5 rounds, je me fais taper. Et il m'a énervé. Et je lui mets une droite et je lui ai défoncé la bouche, je lui ai coupé la bouche. Il est tombé KO. Oh, Et il a eu la lèvre toute fendue d'en haut et en bas. oh. Voilà. Et je Ah gagne, ouais. je passe en finale. Et pour l'autre anecdote, en finale, donc à l'époque, je m'entraînais beaucoup à haute tension. Il y avait vraiment des grands champions comme Cyril Diabaté, il y avait Pascal Lafleur, il y avait Krima Mitech, il y avait Aurélien Duarte. Enfin voilà, tous les gars qui étaient de haute tension de l'époque, avec Jean-Marie Marché, celui qui est décédé il y a un an. On était vraiment voilà, des gros guerriers. Et en plus de ça, on travaillait la nuit. Tu vois. Je travaillais aussi avec Cyril la nuit en Ouais, boîte de ouais. nuit. Ouais, c'est chaud. Et donc, du coup, j'avais pas un niveau de boxe extraordinaire, surtout que je venais un peu plus du taekwondo. J'avais fait plus de taekwondo que de boxe, tu vois. Ouais, Même si je faisais un peu du MMA, mais c'était encore, voilà, j'étais pas un crack en boxe. ouais. Et donc, je boxais beaucoup avec Cyril, qui mesure 1,97 m. Et moi, je suis 1,85 m. Bah, il était haut quand même, tu vois, pour arriver à J'avoue. la. C'était une galère. À chaque entraînement, c'était une tannée, quoi. Et là, D'accord. à la finale du championnat de France, on me sort un mec qui faisait 2,10 m pour 84 kilos. Tu vois la team. Ouais, ouais, ouais. J'étais là avec Jean-Marie, j'étais là, je dis mais qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour le toucher le gars? Parce qu'en boxe taille, tu veux t'approcher, tu as les genoux, tu veux t'éloigner, tu as les jambes Ouais, et ouais, ouais. c'est pas le mec de mètre. Et je savais vraiment pas quoi faire, quoi. Vraiment la galère. Et à un moment donné, je suis sur une phase de corps à corps. Le mec, il me prend, il m'envoie des coups de genoux, je les bloque et il me lâche, il me met un crochet. Et là, je fais l'ascenseur, donc ça me fait tomber. Et en tombant, ma jambe a fait crac. Ah, Et voilà, putain. sur du péroné. Ah, Voilà. celle-là, elle est horrible. Ça, on n'aime pas Ah, les voir. ça fait mal, ouais, ça fait Ah mal. ouais, ça, c'est pas bon. Je croyais que c'était mon genou qui était pété. Et Ouais. bref, donc du coup, j'ai toujours eu des blessures. J'ai pas Ouais. eu un physique de ouf parce que très fatigué et à mon grand regret parce qu'à l'époque,
On tournait, bon, j'avais une grosse équipe avec Cyril, on avait créé donc, notamment ce que tu as pu dire, la French Connection, et donc du coup on avait vraiment, tous les anciens peuvent se rappeler de dimanche après-midi où on se donnait rendez-vous au Cajun Club, et tu avais la crème de la crème de la place parisienne et banlieusarde du Ok. MMA, quoi. Donc ça tournait en MMA, en grappling, en frappe au sol et tout. Franchement, c'était des très 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 bons souvenirs. Ouais. Et puis, Ah bah c'est j'ai cool. eu la chance, à chaque fois dans l'équipe, on a eu tous les mecs qui ont fait, la plupart des gars qui ont fait le Pride et l'UFC de l'époque, voilà, ils étaient avec nous, quoi. Ah, Donc, bien. Cyril avait formé Xavier Foupapocan qui s'entraînait, qui a fait l'UFC. Cyril Mm. a fait le Pride. David Baron était avec nous, a fait le Pride et l'UFC. Greg Bouchlagem dit Greg MMA, on tournait ensemble et tout, etc. On se bagarrait super bien, tu vois, il a fait le Pride. Qui était là encore. Enfin, voilà, on avait vraiment une grosse écurie, quoi. Donc, tous les gars qui Ouais. ont pu aller au Pride et à l'UFC, bah, de l'équipe, bah, je suis le seul à pas y être allé parce que bah, j'étais toujours blessé. Ouais, ok. Donc, ça, c'est Et mon ouais. regret. Bah en tout cas, Mm. merci pour l'anecdote. C'est un beau partage. C'est ouf, hein. Je n'empêche. Quand on y pense, Ouais, c'est incroyable. c'est vieux, ça passe vite après, hein, c'est Toi, vrai. ça te paraît banal en fait, j'imagine, mais c'est ouf. Est-ce que tu peux nous présenter le Platinum Hybrid Center si tu veux bien? Alors, bah, écoute, l'un des meilleurs clubs de France, je rigole. Ah, faut se vendre, hein. Moi, ce que j'ai voulu dans mon club, euh, c'est de c'est ce qui manquait quand j'étais gamin, combattais, c'est que je voulais être en autonomie complète. Et je me suis dit, non, moi, je veux avoir une salle où, dans ma salle, les gars, ils peuvent tout faire. Donc, tu peux faire toutes les activités qui sont liées au MMA, donc la boxe, qui sont importantes à mes yeux, hein. Pour d'autres personnes, ça sera différent, mais ça va être la boxe anglaise, la boxe thaï, pour la percussion. Ça va être le jiu-jitsu brésilien et la lutte à livrer pour le sol. Et puis, tu as tout ce qui est cross-training, voilà, avec un peu de yoga, tu vois, j'ai du yoga aussi. Gamin, quand je combattais, le yoga, c'est quelque chose que j'aurais fait, non pas parce que j'aime ça, mais je l'en aurais fait une fois par semaine parce que pour le corps, c'est bon, quoi. J'ai Ok, 350 mètres carrés. L'avantage que j'ai, c'est que je suis bon, bien situé dans Paris, 13e. Tu vois, je suis à ok. côté d'un gros site qui s'appelle la bibliothèque François Mitterrand et de la station F. Et puis j'ai de la lumière naturelle parce que toute la salle est baignée de baies vitrées, quoi. Donc ça, je D'accord. suis cave, etc. Voilà. J'ai des beaux vestiaires, j'ai vraiment, voilà, j'ai mis les moyens dans quelque chose. Et au final, pour un club parisien, je suis pas si fier que ça, quoi. D'accord. Voilà. Donc le Platinum Hybrid Center. Je Ouais. fais une journée porte ouverte lundi pour fêter la fin du pass vaccinal et la fin comment, du masque et tout ça, etc. Et donc, je fais des cours d'essai gratuits avec une remise de 10% pour toute inscription annuelle, si les gens ils sont motivés. Quel est ton kiff, ta passion en dehors du MMA? En dehors du monde du MMA? Euh, alors, qu'est-ce que j'aime en dehors du MMA? J'aime plein de choses. J'aime plein de choses. Il y a mon fils qui fait des signes. J'aime mon fils, enfin mes fils, j'ai deux fils. Ah, c'est beau Et, ça. je suis un joueur dans le sens où j'aime tout ce qui est jeux vidéo, donc je joue un peu. Je suis mauvais, hein. Je joue. Mes fils, c'est moi qui leur ai appris à jouer. Maintenant, ils me mettent une Tu branlée. joues à quoi? Bah, Call of Duty, là, je suis sur Far Cry 6 là actuellement. Tu vois, j'aime Ah bien Far ouais. Cry. J'ai toujours aimé Far Cry. Jeu UFC, il me casse les couilles, c'est trop compliqué les C'est combinaisons de compliqué, masques. hein? Ouais, ça me casse les couilles. Je suis toujours en moto, donc j'aime la moto. J'aime la neige, j'aime la mer, j'aime les Nice. gens. Non, sinon, si j'aimais pas forcément les gens, j'aurais pas ma salle avec ce que j'aime. Ouais, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Est-ce que tu préfères arbitrer ou juger? Arbitrer, D'accord. Est-ce que tu préfères le MMA moderne, le pancras ou le free fight? compliqué, j'aime bien les deux. Et l'un n'est pas. Il a fallu un pour faire grandir l'autre. Donc, allez, on va rester dans son temps. J'aime le MMA moderne. Le MMA avec ou sans ring girl? Euh, ouais, alors, oui, j'aime la femme. J'aime les femmes. Non, mais je trouve la femme très jolie et elle est l'essentiel de l'homme, je le dis souvent. Euh,
Bon, oui, je trouve que c'est quand même toujours classique, c'est cliché, etc. Mais c'est sympa de voir une rune girl. Oui, c'est sympa, j'aime bien. Ouais. Moi, je prends position, c'est avec à 100%. Voilà, comme ça, c'est dit. Il faut qu'elle soit jolie des fois, putain, on est pas gâtés. C'est subjectif, hein. Est-ce que nous, on est Non. toujours beaux aussi? Non, de loin, ouais, mais quand t'es de près, tu te dis, ah merde, putain. Ah. Moi, ça va, je suis derrière la télé, ça va. Est-ce que tu as un truc à rajouter avant les dédicaces? Non, bah venez nombreux, regardez du MMA, allez, venez vous entraîner, lisez le règlement sportif, ça vous donnera des bonnes bases. Et ben voilà, on passe à mon moment préféré, les dédicaces. Est-ce que tu as des dédicaces? Tu leur ai vraiment dédié à deux personnes qui sont vraiment les plus importantes actuellement sur le MMA français, qui sont Lionel Brézéfin. Lionel Brézéfin, qui est le cadre technique national qui a mis en place et qui met en place toute la structure, tout le squelette du MMA en France. D'accord. Et il est aidé par Johnny Frachet. Ouais. Alors je suis fier parce que ce sont deux anciens de mes élèves que j'ai formés il y a longtemps. Lionel, il est resté plus longtemps avec moi, mais Johnny, ouais, je l'ai eu. Johnny, il avait 17-18 ans quand il était avec moi, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, c'est une grande fierté. Et c'est vraiment grâce à eux que tout existe. Voilà. C'est pas grâce à moi, c'est pas grâce à machin. Là, actuellement, le MMA en France, c'est grâce à eux. D'accord. Nous, on a amené ça, j'ai amené cette discipline avec d'autres il y a 25 ans, mais sinon, actuellement, c'est eux vraiment les éléments essentiels de la réussite. D'accord. Voilà. Après, dédicace à tous mes anciens, mes potes, un pote avec qui on a traversé ces 25 ans de MMA. Hatch, les frères Schiavo, les frères Riccio, même s'il reste Damien actuellement, tu vois, les frères Fernandez, tous ces fratries-là qui étaient les anciens du MMA. Voilà, ça fait toujours plaisir de se voir. Que je vois quand je vais à Marseille, je vois Jean-Michel, je vois Dukanovic, je vois Laurent Colombo, ça fait plaisir. Je vais à Bordeaux, je vais voir les frères Fernandez et Cédric Sellerier, c'est comment plein de potes comme ça. Je vais dans le Nord, je vais revoir des gars que je connais qui se sont entraînés avec moi, etc. Dans l'Est, c'est pareil. Donc je vais partout, voilà, ça fait plaisir de voir les gens. Et donc voilà, je dédicace tout ça. C'est toutes ces personnes-là qui sont importantes sur la planète MMA, quoi. Et ouais, tu les remets au centre de la carte. Alors c'est à moi. Dédicace à toi, Loïc Pora, longue vie, longue carrière. Dédicace à tous les officiels de l'ombre, les cutman, les juges, les arbitres, les caméramans, les photographes, les managers, les sparring, et j'en oublie. Dédicace à Nice, plus belle ville de France, finale de Coupe de France. Ouais. Dédicace à vous, les auditeurs. De quoi? Quand je serai à Nice, elle sera belle. Ah ouais, ça va être bon ça. Ah ouais, tu vas voir, le stade est magnifique. Dédicace à vous les auditeurs, de plus en plus nombreux, ça augmente gentiment. Dans vos voitures, au taf, dans vos lits, devant l'ordi, je vous vois et je vous salue. Dédicace à Ares, dédicace à Alex Tekena, bientôt de retour. Hashtag Johnny Hallyday, dédicace à Simon le Cutman, dédicace à Marc Godard, le daron. Loïc Pora, je te dis merci beaucoup d'être venu dans MMA Club, c'était super. Merci pour ta disponibilité. T'as été généreux, c'est incroyable. Et je dis pas ça, c'est pas péjoratif, hein. Tu nous as régalé. Donc voilà, t'as joué le jeu, on a un média minuscule comme le mien, c'est super d'avoir joué le jeu. Donc voilà, j'espère pouvoir te recevoir à nouveau un jour pour parler d'une de tes autres vies. Merci beaucoup, vraiment. Ok, merci à toi, merci, bonne continuation et on va relayer ça aussi sur les réseaux de mon côté. Ouais, c'est cool. Quant à vous, je vous retrouve bientôt pour un nouveau podcast, Le Débat. Peut-on percer dans le MMA sans être complet? Un petit récap RS4 où on mixe le fond, la forme, on verra. Et la suite arrive fort, comme d'habitude. Vous y êtes maintenant habitués et je sais que vous adorez ça. Je vous fais des gros bisous.